3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour la mère qui a ébouillanté son enfant pour le punir de faire pipi au lit. Cette affaire a ému de nombreux Guadeloupéens. Vos réactions dans ce journal avec Nathalie Dinan et Karen Diama. Ils ont leur mot à dire et ont souhaité le faire savoir. Les étudiants guadeloupéens étaient mobilisés pour dire non à la loi El Khomri. Isabelle Hameau a suivi les principaux cortèges de protestation aujourd'hui. Et moment de saveur dans ce journal, nous nous rendrons à la Maison du Cacao, des décennies d'une culture qui figure au panthéon de notre histoire et de notre gastronomie. Reportage Linda Kayarsi. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal sur ce cas de maltraitance avéré qui a suscité une vive émotion en Guadeloupe. Pour punir son enfant qui faisait pipi au lit, une maman a choisi d'ébouillanter celui-ci. Hier, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre l'a condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Que pensez-vous de cette affaire? Nathalie Dinan et Karen Diama vous ont posé la question. On vous écoute. Moi, je pense qu'elle aurait pu trouver une autre solution. Pas parce que ça arrive que les enfants... Moi, j'ai eu mes enfants, ils ont fait pipi très tard, mais je me suis organisée. C'était elle, maman, à trouver une solution, voir un médecin, faire des démarches, faire des choses, mais pas les bouillanter. C'est vrai, peut-être qu'elle est aussi sous les nerfs parce que peut-être qu'elle n'a pas d'emploi. Il y a tout ça qui joue. Mais quand on aime, si on met des enfants sur la terre, c'est qu'on doit faire des efforts en tant que parents pour pouvoir les éduquer et les élever. Mais pas le punir de cette façon. Je trouve que c'est pas bien. Il y a la DAS, il y a toutes sortes de services. Si elle ne pouvait pas élever cet enfant-là, elle aurait dû donner à une voisine. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient un enfant, mais malheureusement qui n'ont pas, comment dirais-je, le loisir d'avoir l'enfant. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne solution de bouillanter cet enfant-là. C'est vraiment de la maltraitance. Moi, je trouve que c'est un période vraiment très dur pour une maman parce que son enfant fait pipi au lit. Là, maintenant, je trouve que nous sommes partis vraiment dans une grande dérive. Cet enfant-là, il fera pareil sur ses petits. Puisqu'on dit qu'on récolte ce qu'on a semé, en quelque sorte. C'est les parents, les gens qui sont violés en ce moment, ils parlent souvent que parce qu'ils ont subi ça dans leur vie. Oui. Une maman, en général, quelle que soit la maman qui est, a un cœur. On ne peut pas arriver jusque-là parce qu'un enfant fait pipi au lit. Ce n'est pas possible. Mais il faut se dire, il faut voir, il faut l'entourer, les spécialistes, les psychologues, sa famille aussi doit aller voir, doit aller fouiller, je dirais, dans les entrailles de cette maman-là, parce qu'elle est allée vraiment trop loin. Ce genre de maltraitance ne devrait pas arriver en Guadeloupe. On est tous des hommes, l'un doit respecter l'autre, ça ne doit pas s'arriver et je pense que cette dame-là, on devait la condamner plus fortement. C'est un an, c'est donné. Autre dérive, cette fois en Guyane, un prêtre a été placé en garde à vue pour attouchement sur un mineur de 14 ans, a annoncé le procureur de la République de Cayenne. Âgé de 67 ans, il exerce à la paroisse de Soula, à Makouria. C'est suite à un entretien avec l'évêque de Guyane qu'il s'est lui-même rendu à la gendarmerie. Et les accidents de la vie courante constituent la première cause de mortalité infantile. On dénombre 18 000 décès en France chaque année, dont 120 qui concernent la Guadeloupe. Afin de prévenir ces accidents domestiques, le maire de Petit-Canal, Blaise Mornal, a décidé d'initier une journée de sensibilisation aux gestes de premier secours. Nathalie Dinan et Karen Diama ont assisté à cette journée sur le site de Duval. Regardez. Initier les enfants aux gestes de premier secours, c'est contribuer à diminuer le nombre de morts lors des accidents domestiques. Et cela peut sauver une vie. Un jeune même de 5 ans peut prendre son téléphone actuellement pour appeler les secours. Il n'y a pas d'âge. Les élèves sont formés aujourd'hui avec ces gestes de premier secours, ces initiations, pour prendre un téléphone, pour au moins dire que maman a fait une chute dans la salle de bain et ne peut pas se bouger. Donc avant de faire un massage cardiaque, il faut savoir à quel moment on va faire ce massage cardiaque. Rodrigue Virassamy est sapeur-pompier, formateur aux gestes de premier secours. Il adapte son discours au public qu'il initie. On va faire un massage cardiaque dès que la victime ne respire plus. Donc on apprend la position des mains et comment faire les compressions pour réanimer une victime. Voilà. À leur âge, à 9 ans, ils retiennent ce genre d'explication? Déjà la formation PSC1, donc prévention secours civique de niveau 1, on peut la partir à partir de 10 ans. Donc c'est fait pour qu'un enfant de 10 ans puisse réaliser le maximum de gestes
et pouvoir sauver, porter secours à quelle que soit la victime. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Une démonstration interactive suivie avec beaucoup d'attention par ce jeune public. De même que cet atelier PLS entendait position latérale de sécurité, geste très souvent appliqué en cas de malaise ou de traumatisme. Un mi-temps comme ça, donc ce qui veut dire qu'elle va continuer à respirer. Ils peuvent toucher vraiment du doigt et vraiment voir comment réagir face à quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui se blesse. Ça, ce sont des choses courantes de la vie. Hein. Quelqu'un qui se blesse à la maison avec un couteau, ils pourront dire à maman qu'est-ce qu'il faut faire, se laver les mains avant de faire un pansement. Et ça, au moins, ce sont des gestes, ce sont des réflexes, des gestes de secours qu'ils vont retenir. Sous le sol. Madame, vous voulez bien vous enlever sur le sol, s'il vous plaît? Oui. Un cas concret, une femme s'est blessée au bras. Le sapeur-pompier suit pas à pas avec ses élèves de CM1 la procédure à mettre en place. Quand il y a une personne qui a une coupure ou qui a fait un malaise, il faut appeler les pompiers ou le SAMU ou la police. Le numéro c'est 15, 18 ou 17. Ce sont des numéros quand même qui sont courts et qui sont facilement mémorisables. Ils les retiennent. Et les éléments de geste, c'est-à-dire les élèves sont très friands de tout ce qui est massage cardiaque. Aucun témoin autour de moi qui pourrait aller appeler secours à ma place. Quand on voit quelqu'un blessé, on ne doit pas s'agiter et qu'on doit se protéger pour ne pas lui rendre les microbes. Et quand la personne est blessée, il faut l'aider à se coucher. Et la sensibilisation au risque sismique fait partie de cette éducation aux gestes de premier secours. La Guadeloupe est appelée à vivre un séisme de forte magnitude. Le drame d'Haïti doit servir d'exemple. Avec les enfants, l'avantage c'est que, rentrant chez eux, ils pourront parler de ce qu'ils ont vécu auparavant. Ils pourront également chez eux faire, dans le cadre, si vous voulez, de plan familial de mise en sécurité, adopter les gestes qui sauvent, se mettre dans des endroits sécurisés pour que la famille, lorsque ça viendra, puisse se retrouver à un lieu donné. La connaissance des risques est fondamentale pour une meilleure appréhension des dangers et une réponse adéquate. Les lycéens se sont mobilisés aujourd'hui contre le projet de réforme du Code du travail, la loi El Khomri. Deux principaux cortèges se sont tenus en Guadeloupe, dans les communes des Abîmes et de Bémao, beaucoup moins nombreux que dans l'Hexagone. Ils n'ont néanmoins pas manqué de ferveur. Reportage Isabelle Hameau. Un rond-point pris d'assaut par les lycéens. Ils étaient une centaine à bloquer les voies principales du secteur de Providence, demandant le retrait du projet de loi. À l'initiative de ce mouvement, des élèves de terminale. Pour ces deux jeunes filles, les mesures annoncées dans la loi creusent leur inquiétude face à un avenir de plus en plus incertain. Nous, jeunes Guadeloupéens, jeunes lycéennes et lycéens, on a tenu à se porter présent, montrer qu'on est là aussi, parce que c'est vrai qu'on a cette réputation d'être un peu pacifiste concernant ce qui se passe un peu en métropole, voilà, loin de la métropole. Et nous aujourd'hui, jeunes, on a décidé de se mobiliser parce qu'on a vraiment, voilà, on a notre mot à dire. Et voilà, donc cette loi sur le travail, donc on a conscience quand même que c'est notre avenir qui est en jeu. D'accord? Parce que c'est une loi qui va déjà, nous, on est stressés par rapport au monde, voilà, au monde du travail. Et ça, ce sont tous ces petits éléments-là qui vont encore plus nous frustrer par rapport à ce domaine-là. Puis on n'est peut-être pas assez mature pour penser à refaire la loi ou quoi, mais par exemple l'augmentation des heures de travail, je sais pas, il y a 6 millions de chômeurs en France. Et on demande à ceux qui travaillent de travailler encore plus, alors qu'on pourrait créer d'autres emplois. Une mobilisation pour aussi informer d'autres lycéens qui ne sont pas forcément au fait. Cette manifestation aussi nous sert à expliquer à certains élèves ou à d'autres lycées, ou les secondes de notre lycée qui n'étaient pas forcément au courant de ce que c'était cette loi. Ils n'avaient pas l'air concernés et ce matin, quand on leur posait encore la question de savoir pourquoi ils manifestaient, ils disaient c'est juste parce qu'on n'a pas cours, quoi. Et ça nous tenait à cœur de justement leur dire en quoi ça consistait et pourquoi on était contre. Le message est clair, le mouvement ne fait que commencer et prendra de l'ampleur en cours de semaine prochaine. L'Académie de la Guadeloupe perdra 35 postes dans le secondaire à la rentrée prochaine. L'éducation physique et sportive à elle seule perd 10 postes. Eric Fischer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le co-secrétaire académique du SNEP
FSU, Syndicat national de l'éducation physique. Vous dénoncez un manque de moyens depuis plusieurs années, on le sait. 10 postes en moins à la rentrée prochaine. Quelles seront les conséquences pour les élèves et pour vous? Les conséquences pour les élèves sont que les enseignements qui étaient des enseignements de soutien, type apprendre à nager, section sportive, vont être remis en question parce que considérés non obligatoires. C'est toujours un petit peu la variable d'ajustement. Notre discipline est toujours la variable d'ajustement. On trouve ça à la fois injuste, pas injuste pour nous, injuste pour les élèves qui ont besoin d'accès à la culture, besoin d'accès au sport. On l'a dénoncé aussi parce qu'on est déjà en déficit au niveau d'installations sportives, par exemple. Donc on l'a dénoncé depuis longtemps et là le couperet est tombé et chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles, des postes supprimés en plus de ceux qui étaient annoncés en début d'année. Et là, la coupe est pleine. On ne peut pas, à nous seuls, une petite discipline, perdre autant de postes. Nous, on trouve ça scandaleux. Mais il y a également de bonnes nouvelles. Je crois que vous avez avancé sur ce dossier aujourd'hui. On avance sur le dossier des installations sportives. Effectivement, la région et le département acceptent de travailler avec nous à partir de lundi prochain. Des travaux vont démarrer, par exemple, sur les Saintes, sur Petit-Bourg. Voilà, on Quel est commence à l'état avancer. des équipements en Guadeloupe? L'état des équipements est calamiteux. Voilà, on l'a dénoncé plusieurs fois. On a 80% des établissements scolaires qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire du sport aux enfants. Dans un pays où on n'arrête pas de dénoncer l'obésité, mais en même temps, on est capable de mettre en place une Coupe Davis à 5 millions d'euros en quelques mois. Donc c'est ce grand écart qui nous gêne. On veut être une terre de sport, on veut que les enseignants puissent faire leur travail et qu'il y ait suffisamment d'enseignants, car à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Quelles sont les promesses aujourd'hui? Sur quel établissement exactement? Alors, on a 19 établissements où il y a une perte de postes en éducation physique, des pertes partielles, et 10 établissements où il y a une perte totale d'au moins un poste. Les enseignants, eux, sont fonctionnaires, vont aller travailler ailleurs, mais c'est surtout au niveau des moyens pour les élèves que ça va être un vrai problème à la rentrée. Et le recteur, la seule promesse qu'il nous a faite, c'est de recréer les postes s'il s'apercevait que les effectifs étaient suffisants. Mais avec qui on va les créer? Nous sommes sur une île, donc on va les créer avec éventuellement des étudiants qui n'ont pas forcément les compétences, ou en tout cas qui vont être payés 3-4 fois moins cher pour faire le même travail. Et comment on explique justement cette baisse des effectifs des professeurs? Les élèves seront moins nombreux à la rentrée prochaine? Le rectorat estime que les élèves seront moins nombreux, mais la FSU a fait tout un travail avec d'autres syndicats et en partenariat avec l'INSEE, en utilisant les chiffres de l'INSEE pour bien montrer que cette perte d'effectifs n'était pas valable. Le recteur, depuis, avec le préfet, ont mis en place des groupes de travail qui comptent, qui regardent les indicateurs. On va s'apercevoir effectivement qu'on était dans le vrai, mais ça sera trop tard. Les affectations ne pourront pas avoir lieu à la rentrée. À la rentrée, il y aura encore un gros problème de non-remplacement des professeurs absents et même d'affectation initiale dans les établissements, avec en plus des jeunes diplômés qu'on envoie travailler dans d'autres académies. Avez-vous le sentiment que votre discipline est lésée par rapport aux autres? Elle sert de variable d'ajustement, systématiquement. À chaque fois qu'il faut bouger, elle coûte cher. Hein, elle coûte... c'est le français, les maths qui coûtent le plus cher, et puis ensuite c'est l'éducation physique. Et l'éducation physique, effectivement, on n'a pas toujours les parents dans la rue quand il manque un professeur de PS. Les mentalités commencent à changer et on s'aperçoit que nous, on apporte une plus-value très importante pour qualifier les jeunes, pour les amener sur le marché du travail, sur tous ces métiers liés à la culture, liés au sport, liés à la mer. C'est très important dans notre archipel. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu des engagements concernant les nouveaux équipements. Quels sont ces points de la région Guadeloupe? Alors, c'est la région et le département qui sont en charge des équipements. On avait du mal à les faire travailler avec nous. Les changements de majorité ont posé des problèmes aux équipes pour se remettre en marche, mais on a le sentiment, on a une grosse réunion, un groupe de travail qui a lieu lundi prochain, et on va travailler et mettre en place des priorités, des réseaux de priorités, notamment sur les élèves qui en ont le plus besoin, les réseaux d'éducation prioritaire. Là, il y a un manque cruel d'installations sportives. Il y a à peine 50% du temps dévolu à l'éducation physique qui est réellement fait dans ces établissements. Là où les enfants en ont le plus besoin, c'est là où c'est le plus calamiteux. Et c'est là qu'on espère avancer et des signes importants sont faits par la région et le département qui accepte maintenant de travailler avec nous. Envisagez-vous de vous mobiliser justement? On s'est déjà mobilisé pendant la Coupe Davis, ça a bien fonctionné, on a eu un bon retour, on a eu des promesses, mais on a beaucoup d'anciens champions, vous savez, dans l'éducation physique, mais on est surtout pour l'instant champion des promesses. Donc on aimerait vraiment redevenir une terre de sport
et avoir de réelles avancées. Et on espère vraiment que d'ici le mois de juin, on aura des annonces à faire à la profession. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'habitation Tente d'Acaillou située à Dé a été en partie brûlée hier soir. Plus de peur que de mal. On note quelques dégâts matériels sur la zone technique. Les bungalows auraient été préservés selon la direction et le réseau électrique remis en état pour recevoir la clientèle. On écoute les explications de Romain Clément, directeur du domaine, interrogé par Linda Kayarsi. Pendant une période de restauration, nous avons constaté qu'il y avait un départ de feu dans notre spa. Donc nous sommes intervenus très rapidement. D'abord avec des extincteurs, mais on a vu que c'était un petit peu trop tard pour les extincteurs, donc on a appelé les pompiers tout de suite. On a fait avec les moyens du bord en essayant de contenir le feu en attendant les pompiers. Les pompiers sont arrivés à peu près 20-25 minutes après, donc ça a quand même beaucoup le temps de brûler. Les pompiers sont arrivés à 2, ils étaient en effectif réduit. Je tiens à signaler vraiment le grand professionnalisme des pompiers, le calme qu'ils ont pu avoir. On a pu sauver l'extrémiste, vraiment nos bungalows cette nuit-là, hier soir donc. L'incendie a été complètement maîtrisé à partir de 23h, 23h30. Nous avons perdu de la zone technique essentiellement, contrairement à ce que les médias peuvent relayer depuis ce matin. Aucun de nos bungalows n'a été touché, le restaurant n'a pas été touché également. Nous avons essentiellement perdu une lingerie qui se trouve au centre du spa et notre salle de séminaire. Uniquement cela, voilà. Tout le reste a pu être préservé. Donc aujourd'hui, nous avons préféré fermer le spa jusqu'à une durée indéterminée, le temps que toutes les expertises soient faites et qu'on puisse remettre en état minimum quand même l'environnement du spa pour pouvoir recevoir notre clientèle dignement, comme nous avons l'habitude de faire. L'origine du feu, apparemment, d'après l'expert, serait un frigo, comme très couramment dans les foyers ou dans les entreprises. Ce n'est pas un problème électrique, ce n'est pas quelque chose de volontaire, ce n'est pas une dégradation volontaire. Ce serait à l'origine d'un frigo. Concernant la clientèle, elle a été évidemment très choquée hier soir, vu un petit peu la violence de l'incendie. Certains clients sont restés, d'autres ont préféré partir dans d'autres hébergements d'ailleurs que je tiens à remercier de les avoir accueillis à ces heures-là. Aujourd'hui, certains décident de partir parce qu'ils ont été un petit peu traumatisés par cette expérience-là, ce qu'on peut comprendre totalement. Nous, on fait tout ce qu'il faut pour, commercialement parlant et humainement aussi, pour les soutenir dans leur choix. Mais nous avons quand même des clients qui ont des réservations, comme par exemple aujourd'hui, qui ont tenu quand même à venir. Peu importe ce qui s'est passé hier, nous font confiance. Et aujourd'hui, nous avons des clients justement en arrivée qui nous ont dit écoutez, si vous nous assurez que tout va bien, nous sommes prêts à venir chez vous sans problème. L'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira fait valoir ses droits à la retraite. Elle l'a annoncé officiellement la semaine dernière. Elle va donc bénéficier de pensions pour ses postes précédents en tant que députée de Guyane, députée européenne et conseillère régionale. L'analyse de Mia Pierre d'ATV Guyane. 2 mois après sa démission au ministère de la Justice, la Guyanaise Christiane Taubira fait valoir ses droits à la retraite. Une décision qui ne semble pas avoir surpris plus que ça. C'est en 1993 que cette militante indépendantiste au verbe facile accède à son premier mandat national. Elle est élue députée de Guyane avec son parti créé de toutes pièces, Walwari. Elle fera 4 mandats à l'Assemblée nationale et une loi importante sur la traite négrière. L'ancienne candidate à la présidentielle de 2002 prend sa retraite après un parcours politique semé d'embûches. Très souvent, elle a été sollicitée pour jouer un rôle sur le plan international, mais elle a toujours préféré privilégier sa Guyane. Pour sa retraite, Christiane Taubira touchera 2 700 € pour avoir été députée de Guyane, une centaine d'euros en tant que conseillère régionale de Guyane et 1 400 € pour son poste de députée européenne. Un total qui se monte aujourd'hui à 4 608 €. Anodine pour certains, la décision de Christiane Taubira est très commentée en haut lieu. Car même si elle fait valoir ses droits à la retraite, elle n'a pas annoncé son départ de l'arène politique. À 1 an de la présidentielle, rien ne dit que la Guyanaise ne jouera pas un rôle dans cette nouvelle échéance. Restez avec nous. Dans un instant, nous découvrirons l'exposition d'émounage de l'artiste Marie Guadeloupe. Et puis nous irons à la Maison du Cacao, une culture qui tire ses racines de l'histoire des hommes et des femmes de ce pays. La ville du Gosier et la Seine-Samar tentent d'apaiser les tensions qui règnent autour du projet de construction de 90 logements sociaux à Pliane. Hier, la police nationale et la gendarmerie intervenaient pour libérer l'accès du chantier. Ce midi, le maire du Gosier recevait le collectif pour ouvrir le dialogue. On écoute les conclusions du responsable du service des marchés de la Seine-Samar, Victor Maurice, interrogé par Isabelle Hameau. Effectivement, il y a un différend au niveau du foncier.
Mais la SEM-SAMA a un titre de propriété, ce qui n'est pas contestable. Si d'aventure la famille Molia souhaite revoir, il faudrait qu'il sollicite les juridictions compétentes. Nous avons un titre de propriété d'un terrain que nous avons acheté en 2005 à la SCP HLM. Donc la famille, un héritier a vendu à la SCP HLM qui nous a revendu le terrain. Donc il y a déjà eu 2 publications au niveau des hypothèques qui n'ont pas été contestées. Et jusqu'à ce jour, la famille Molia n'a pas contesté cette vente. Le collectif, nous souhaitons avoir leur avis, qui nous sollicite officiellement au niveau des doléances pour nous dire ce qu'ils attendent de la SEM-SAMA et nous serons prêts à les rencontrer, à échanger avec eux. Les travaux continuent. La poursuite des travaux n'est pas négociable, vu ça représente une opération importante de construction de 90 logements pour des familles du Gosier. Et cette partie-là n'est pas négociable, vu l'avancement des travaux. Nous allons les rencontrer et nous verrons dans quelle mesure on peut trouver un accord en fonction des demandes qu'ils vont exprimer à la SEM-SAMA. Les sacheries de Martinique se mettent à l'heure de l'écologie. D'ici le 1er juillet prochain, les sachets en plastique seront interdits et laisseront leur place au sac cabas, un dispositif qui sera appliqué dans tous les commerces de la Martinique. Reportage Guy-Raphaël René. Ici, dans cet atelier, 30% du chiffre d'affaires repose sur la fabrication de sacs en plastique. Avec la nouvelle législation applicable au 1er juillet prochain, une grande partie de la production va disparaître. Ce décret, nous ne l'avons pas accueilli forcément avec plaisir. Notre chiffre d'affaires en sacherie plastique, proprement dit, va forcément, disons, se réduire. Nous avons anticipé au moins, disons, une réduction de 10 à 15% des importations de nos matières premières. Des contraintes qui vont impacter le fonctionnement de l'entreprise, notamment les emplois. Mais l'enseigne qui existe depuis 1944 en tant que commerce et depuis 1956 en tant que producteur a plus d'un tour dans son sac afin de s'adapter à la nouvelle réglementation. Ce qui sera interdit désormais, c'est le sachet excessivement léger. Un sachet comme cela pèse moins d'1 gramme. Par contre, tous les sacs d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns sont autorisés. Une loi dont la finalité est d'inciter le consommateur à produire moins de déchets et conserver ses sacs en plastique afin de les réutiliser. Du côté des commerçants, il faudra aussi s'adapter. Président d'une association représentant près de 350 commerces et services, Georges Jabot, qui a déjà anticipé la loi, y voit une belle avancée pour l'environnement. Cette réglementation n'a pas de contrainte dans la mesure où nous pouvons encore diffuser, distribuer des sachets, mais à condition que ces supports, et bien évidemment, ce sont des supports publicitaires aussi, donc ça véhicule une image, l'image de l'entreprise, mais il faut adapter ce support à ce qu'il ne soit pas polluant. C'est vrai que ces sachets seront un petit peu plus onéreux, mais on ne peut pas dire que ça joue énormément sur ce différentiel de prix. Ça joue sur quelques centimes d'euros. Donc je pense que l'effort peut être fait. Avec la transition environnementale, d'ici 2020, le législateur souhaiterait que les sacs en plastique soient confectionnés au moins à 50% avec des matières recyclables. Une entreprise innovante sur 10, nouvellement créée et dirigée par une femme. Un chiffre encore faible, mais certaines organisations tentent de booster l'entrepreneuriat féminin. Rachel Lolia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous faites partie des 2 finalistes guadeloupéennes retenues pour le concours interrégional, le prix Orange et elle au pluriel, soutenu par la Fondation Orange. Demain, vous serez face à un jury, vous disposerez de 5 minutes pour les convaincre que votre projet nommé PAWOKA est le plus pertinent de tous. De quoi s'agit-il exactement? Alors, PAWOKA, c'est la première application sur les plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Le principe est simple, c'est de pouvoir bénéficier d'une accessibilité pour tous, donc en termes d'outils de vulgarisation. Également, promouvoir et valoriser la biodiversité, notre or vert. Et ensuite, avoir une transmission intergénérationnelle en créant du lien. Donc on pourra avoir accès à une fiche caractéristique et descriptive de ces plantes où l'essentiel des informations de façon concise et claire seront accessibles pour maîtriser au mieux le pouvoir des plantes. Et si vous deviez convaincre les téléspectateurs guadeloupéens que votre projet est le meilleur, que diriez-vous ce soir ?
Alors tout simplement, d'une expérience personnelle, j'ai été frustrée de ne pas forcément avoir accès à ce savoir de mon état de grossesse, puisqu'on ne peut pas se médicamenter normalement, donc essentiellement par allopathie et homéopathie. Et c'est vrai que de ne pas pouvoir bénéficier de cette richesse de notre environnement, c'était une frustration. Donc c'est pour moi un des arguments pertinents que Paroka a à sa place. Donc tout est parti d'une histoire personnelle, d'une anecdote en fait. Oui. Aviez-vous déjà essayé de mettre sur place un projet comme celui-là? Alors non, c'est l'un des premiers projets que je mets en place. Le tout premier était de me lancer déjà dans l'aventure entrepreneuriale et ensuite de développer un projet bien précis, donc Paroka. Avez-vous le sentiment qu'il est plus difficile pour une femme d'entreprendre que pour un homme? Oui et non. Alors oui, parce qu'on a d'autres paramètres qui s'ajoutent à l'aspect chef d'entreprise, entrepreneur. Non, parce que d'une certaine manière, la femme... Quels sont ces paramètres? Alors, donc déjà, on n'a pas forcément la même égalité en termes de capacité, aussi en termes de formation. Ensuite, ça reste quand même une force parce que la femme a cette habitude de gestion polyvalente. Et donc, d'une certaine manière, on est déjà chef d'entreprise dans sa vie au quotidien. Vous avez le sentiment qu'elles sont un peu sous-estimées pour leur capacité à entreprendre? Je ne dirais pas ça forcément de cette manière, mais tout au moins, on ne leur fait pas forcément assez confiance. Alors, vous n'êtes pas la seule Guadeloupéenne à concourir. Il y aura également Vanessa Ronel, que nous avons déjà reçue sur ce plateau. Elle est à Montréal en ce moment pour assister à la semaine du numérique. Y aurait-il un essor des projets créatifs en Guadeloupe, selon vous? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une question de génération. On est en plein dans cette génération, cette culture start-up, où on veut entreprendre quand on n'a pas forcément la possibilité d'être embauché, soit à cause du diplôme, qui est parfois trop onéreux en termes d'emploi, ou tout simplement cette envie de créer aussi, d'innover et d'être dans de la disruption totale. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entreprendre? Alors entreprendre... Parce que vous avez une formation de biologiste. Oui, alors initialement, je suis biologiste. J'ai fait une double compétence en information et communication. Ensuite, je me suis spécialisée en communication scientifique et santé. L'entrepreneuriat, pourquoi? Tout simplement parce que ça faisait depuis longtemps partie d'un de mes traits de personnalité. J'ai toujours voulu avoir cette liberté, notamment de créativité. Et ensuite, c'est aussi un défi personnel de pouvoir innover et mettre en place des choses sur mon île. Donc voilà, et participer à mon échelle au développement économique de mon île. Vous êtes sensible au discours du docteur Henri Joseph? Oui, très sensible. C'est d'ailleurs un de mes mentors. Oui, c'est d'ailleurs un de mes mentors. J'ai pris la décision avec l'équipe qui me soutient de me faire accompagner par 3 personnes clés, que sont Lucien Degras, le fondateur de l'Archipel des Sciences, qui est un centre de culture scientifique, et aussi le père du concept de jardin créole, Marie-Gustave, qui est la présidente de l'association Aplamédarum, qui est l'association des plantes médicinales et aromatiques, et ensuite le docteur Henri Joseph, qu'on ne présente plus, qui est aussi, lui, fondateur de cette association et qui, jusqu'à nos jours, prône la biodiversité ardument. Quelles sont les retombées que vous souhaitez obtenir avec ce projet? Le projet Paroka? Tout simplement de pouvoir sensibiliser au maximum, rendre accessible l'information, c'est très important pour positionner la cible, tout public en tant qu'acteur de sa propre santé. Il faut aussi lui donner les outils. Et donc ça, c'est Paroka, tout au moins, c'est un outil de vulgarisation, un outil qui permet aussi d'être acteur de sa santé à son niveau. Et donc, j'aimerais vraiment pouvoir impulser aussi cette promotion et cette valorisation de la biodiversité, puisque je suis persuadée qu'en la maîtrisant, on pourra mieux la protéger, mieux la respecter et avoir cette éducation de développement durable qui est urgent. Si vous perdez le concours, est-ce que vous continuerez? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet? L'envie de montrer aux Guadeloupéens, il y a un rêve derrière ça? Comme Henri Joseph qui dit « soyez tous locavores ». Tout simplement qu'on peut agir à son niveau. Avec sa propre créativité, on peut tous arriver à
un objectif, à un point. Il suffit simplement d'être motivé et de se donner les moyens. Donc, voilà. Et la finale aura lieu demain en Guadeloupe, à la maison de Vonge, à Bemao. À la clé de ce concours, quand même 6 000 € offerts par la Fondation Orange, des outils numériques, un coaching d'1 an dispensé par l'association Femmes de Bout. Dites-moi, à quoi servira cet argent si vous gagnez? Bien sûr. Alors, cet argent permettra déjà d'impulser et de renforcer le développement de Paroca qui est en cours. Mais ça sera aussi, surtout en termes d'accompagnement, qui est un des points faibles qu'on rencontre encore sur nos territoires, de ne pas se retrouver seul, isolé, de se renforcer, puisque l'entrepreneuriat, ça s'apprend, tout simplement. Et donc, voilà, arriver accompagner, structurer à mes objectifs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec moi. Connaissez-vous le Krav Maga? Oui. Il s'agit d'une discipline, d'une méthode d'autodéfense. Un spécialiste de la discipline, Emmanuel Ayache, est actuellement en Guadeloupe. Il transmettra son savoir aux professionnels durant 3 séminaires ce week-end. Le premier a commencé ce soir. Bénédicte Jourdier l'a rencontré sur le tatami du club de Kart Saga de Bemao. Regardez. Krav pour combat et Maga pour contact. Le Krav Maga a été créé en 1948 par Emil Lichtenfeld pour l'armée israélienne et ouvert ensuite en 1964 au monde civil. Un système de défense avec comme objectif principal de fournir aux individus la capacité de se défendre rapidement. L'idée principale du Krav Maga, c'est de sauver sa vie. Dans ce cadre-là, on dit souvent il n'y a pas de limite et il n'y a pas de règle. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'on peut frapper dans les parties génitales, on pourrait frapper au visage, on peut frapper dans le dos. La seule règle et la limite qu'il y a, c'est quand même la légitime défense. De haut en bas. Le réflexe humain, c'est de se protéger avec ses mains. Donc le Krav Maga, il prend les réflexes naturels du corps humain et on les transforme pour être plus efficaces. Emil Lichtenfeld, le fondateur du Krav Maga, disait la première règle, c'est ne pas être blessé. C'est-à-dire que si au loin je vois un groupe d'individus qui me paraît un peu suspect, je change de trottoir et je fais attention s'ils m'adressent la parole ou s'ils s'approchent de moi, c'est du Krav Maga à 100%. Donc il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect mental et il y a l'aspect conditions physiques. Menace dans le dos. Emmanuel le pratique depuis l'âge de 8 ans. Formé en Israël, il est aujourd'hui le représentant du Krav Maga au niveau national, une passion qu'il vient partager avec les licenciés de Guadeloupe. Ce qui m'a plu le plus, c'était l'efficacité, le réalisme, le pragmatisme et le fait que ça fonctionne vraiment en cas d'agression. Ah ouais, t'es bon? Non, t'es bon, t'es bon. Une passion qu'il vient partager avec les licenciés guadeloupéens. Pour un débutant, la façon dont on construit les cours est intégrée au système qu'on enseigne. Ça veut dire quoi? Tous les enseignants de Krav Maga Global sont formés avec une pédagogie spécifique. La pédagogie qu'on suit permet à l'étudiant de pouvoir reproduire le mouvement. Donc bien évidemment, il ne va pas commencer à pleine vitesse, mais on va lui découper la technique en plusieurs morceaux. Et lorsque la technique complète est bien apprise, on ira un peu plus vite, on ira encore plus vite, et après on rajoutera d'autres difficultés, comme plusieurs agresseurs, ou comme des attaques surprises, ou comme de l'activité physique en plus, des burpees, des pompes, des squats, des sprints, etc., pour voir s'il est capable de reproduire le mouvement en état de stress. Pour la 3e année, Emmanuel Ayache se déplace sur l'archipel. Ce week-end, il donnera 3 séminaires, ce soir, vendredi et samedi. D'apporter de nouvelles techniques et de présenter aux élèves un instructeur international. Voilà, et de leur montrer une autre pédagogie que j'ai moi pendant les cours. C'est enrichissant pour nous. On est toujours content de voir M. Ayache venir tous les ans. Une discipline impressionnante, mais accessible à tous. Les clubs du Moule et de Jarry regroupent actuellement une centaine de licenciés. Elle est un personnage connu chez nous, artiste, militante. Marie de Guadeloupe expose sa dernière création à la bibliothèque multimédia Paul Mado. Son exposition nommée Démounage invite les Guadeloupéens à réfléchir sur leurs origines, découvertes avec Karen Diama. Pour mettre en avant nos mœurs, un peu perdues dans une société en quête d'identité, Marie Guadeloupe propose une exposition avec un titre qui interpelle. C'est pas le démounage simplement en se disant je fais moins des mots en français, il faut me retourner en Afrique. C'est pas simplement ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est dire qu'on t'a obligé à devenir quelqu'un qui parle bien le français, on t'a Jean, qui a porté faux chivé, on t'a obligé à un certain nombre de choses. J'arrête, c'est fini, j'arrête. Je fais autrement et je fais moi. Là maintenant, c'est moi qui fais. Alors pour éveiller les consciences,
l'artiste met en lumière les richesses de notre archipel. À l'entrée de l'expo, les gens vont se rendre compte qu'il y a un miroir. Un miroir, pourquoi? Travailler avec les produits pays, puisque je travaille le multipliant. Je travaille tout ce qui est racines, arbustes, ce genre de choses qui existent chez nous. Et donc ce miroir-là, pourquoi il est à l'entrée de l'expo? C'est pour nous prendre le temps, avant de commencer à garder les restants qui ont dit dans l'expo là, pour nous prendre le temps de garder tout bonnement et pour vrai déjà qu'un miroir là qu'a voyé ba yo. Une exposition qui comporte une vingtaine de pièces, dont plusieurs aux couleurs du Ka. Il te faut moi vraiment te montrer que ça fait partie identité pays Guadeloupe. Identité pays Guadeloupe, enfin pas ça que j'aimerais descendre les émotions pour dire ça. Et donc premier tableau qui a représenté moins, qui a représenté culture en moins, qui a représenté pays en moins, et bien c'est les roses, c'est le premier tableau en moins. Des tableaux ou sculptures qui semblent suggérer une véritable prise de conscience. On est souvent en train de dire, ouais, mais c'est Guadeloupéen, c'est comme ça y est, ici, toujours dans la négation, alors que d'origine, on n'était pas comme ça. Puisque quand je me rappelle de mon arrière-grand-mère, on était, même quand c'était difficile, on était des gens heureux. Et plus que le temps passe, plus que j'ai l'impression qu'effectivement, les gens sont malheureux, les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont envie d'avoir tout ce qui vient d'ailleurs, mais pas de chez eux. Donc, dans cette expo, j'ai voulu montrer aux Guadeloupéens qu'on a de quoi faire. Un message que les visiteurs semblent d'ailleurs avoir apprécié. Je trouve que c'est assez ingénieux et vraiment très créatif d'utiliser des matières premières en Guadeloupe et de faire de l'art, parce qu'à chaque fois que je pose mes yeux sur une œuvre différente, je découvre un nouveau truc alors que j'ai déjà regardé. Faut vraiment observer. C'est fait avec passion apparemment. Visible jusqu'au 14 avril prochain, Démounage rend hommage à la culture guadeloupéenne et invite l'ensemble de la population à être fier de ses racines. Depuis le XVIIe siècle en Guadeloupe, la culture cacao a pris ses racines au cœur de l'histoire des hommes et des femmes de ce pays. Elle témoigne d'un passé riche en traditions qui remonte à la naissance même du chocolat. Je vous propose de remonter dans le temps au cœur d'une ancienne région cacaoyère, celle de la Maison du Cacao. Reportage Linda Kayarsi. Bonjour à vous, bienvenue à la Maison du Cacao. Je vais vous inviter à me suivre au jardin pour découvrir la Maison du Cacao et ce qu'elle vous propose. La Maison du Cacao, une fève précieuse au cœur d'un écomusée dédié au chocolat traditionnel. Donc vous allez retrouver les différentes variétés de cacao que l'on peut trouver partout, c'est-à-dire les trois grandes familles, aussi bien le Forastero, le Trinitario que le Criollo, qui est tant convoité un peu par les grands chocolatiers que l'on trouve dans le monde. Voilà, donc un terroir qui nous offre un cacao, je pense, d'une plutôt bonne qualité. Ici, on découvre l'art de cultiver le cacao, l'origine du chocolat, mais surtout sa fabrication. Donc ça veut dire que l'on va procéder à l'écabossage, que l'on va ensuite procéder à la fermentation. Donc vous allez voir, là vous avez un exemple. Donc, système de fermentation, des amandes dans des bacs, voilà, avec la feuille de banane. Donc ensuite, on a le séchage. Voilà, qui permet d'obtenir donc ensuite la fève de cacao. Donc c'est à ce stade-là que le cacao va partir donc, dans les pays transformateurs. Une fabrication traditionnelle aux saveurs d'antan. Chocolat originel, spécialité maison. C'est une invitation à un voyage gustatif. La volonté vraiment de la Maison du Cacao, c'était vraiment d'être producteur transformateur de cacao, mais aussi artisan chocolatier. Donc de pouvoir créer, donc on crée des recettes qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que depuis, on expérimente au fil du temps, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des recettes dont on peut être vraiment très très fier, dont le rocher de Pointe-Noire qu'on a créé, cette association du manioc avec le chocolat au lait, oui, et puis remettre un petit peu au goût du jour. On a revisité la recette de grand-mère, le cacao doux également, et après d'autres recettes à partir de produits des terroirs, des épices ou d'autres choses.
La maison du cacao a su faire de la douceur la plus appréciée au monde une friandise au goût ancestral. Et qui donne envie de manger. Quelques informations pratiques maintenant à vos stylos. L'ensemble de la commune de Saint-François a été touché par des coupures d'eau à cause d'une rupture de canalisation. Des travaux sont en cours pour permettre un retour à la normale demain matin en fin de matinée. Et puis si vous voulez donner un peu de votre sang, une collecte mobile sera demain au Crédit Agricole de Petit-Pérou aux Abîmes et lundi 11 avril aux Galeries de Welbourg à Jarry. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.